Je m'appelle Graham Talbot et mardi dernier a commencé comme tous les autres. Le café était trop faible. Les nouvelles marmonnaient en arrière-plan et Mika traînait son sac à dos sur le sol comme s'il pesait plus lourd que lui. Dana nous a embrassés tous les deux sur le front avant de se diriger vers son bureau en centre-ville. N'oublie pas le projet scientifique de Mika, a-t-elle dit avec cette légère intonation dans la voix, celle qu'elle utilisait toujours pour ne pas me micromanager. J'ai souri, mi-écoutant, mi-parcourant mes emails professionnels, et je lui ai fait signe de sortir. Il était 7h43. À 15h17, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Je n'aurais pas répondu. D'habitude, je ne réponds pas, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur « Accepter ». Peut-être était-ce l'heure. Peut-être était-ce le silence qui avait précédé l'appel. Une voix de femme s'est fait entendre. Une voix clinique et guindée. « Monsieur Talbot. » « Oui, ai-je dit. Il y a eu un accident. Votre femme, Dana, a été impliquée dans une collision frontale sur Ridgeway Highway. Elle est dans un état critique au centre médical Saint-Clarion. Vous devez venir immédiatement. » Je ne me souvenais même pas avoir raccroché, je suis juste resté debout. Le bruit de ma chaise qui raclait, l'expression de Mika quand j'ai appelé son nom. Aucun enfant de 12 ans ne devrait voir une telle panique dans les yeux de son père. Nous nous sommes précipités. Je ne sais pas à quelle vitesse j'ai roulé. Je sais juste que l'aiguille du compteur était entre l'erreur et l'imprudence. Mes jointures étaient blanches. La main de Mika ne quittait pas la mienne. À un moment, il a murmuré « Va-t-elle mourir ?» Et je n'ai pas pu répondre. Arrivé à Saint-Clarion, les portes des urgences se sont entr'ouvertes comme une bouche sur le point de nous engloutir. J'ai donné le nom de Dana à l'infirmière, et elle nous a indiqué les soins intensifs. Le couloir semblait trop lumineux, trop propre, l'air chargé d'antiseptique et de quelque chose de plus lourd. Du chagrin, peut-être. J'ai marché plus vite que prévu, entraînant Michael jusqu'à sa chambre. Dana était allongée, immobile. Des fils s'enroulaient autour de ses bras comme des lianes. Les machines bipaient à un rythme lent et régulier. Son visage était pâle, gonflé par endroits. Une infirmière ajusta quelque chose sur l'écran et m'adressa ce doux sourire pitoyable qui précède toujours les pires nouvelles. Son état est stable pour l'instant, dit-elle. On surveille son activité cérébrale. Elle n'a pas repris connaissance. J'ai simplement hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Ma poitrine s'était creusée. Je restais là, à contempler cette femme que j'avais aimée pendant 17 ans. Nous nous étions rencontrés à la fac. Elle transportait des graines de tournesol dans son sac à dos et les mâchait pendant les cours. J'adorais son rire, sincère, incontrôlable, toujours un peu trop fort. Cette femme n'était plus qu'une coquille vide, un corps dans un lit, attaché à la vie par des machines et des médicaments. Je sentis Mike se rapprocher, son épaule effleurant la mienne. Je m'attendais à un sanglot, peut-être une question, peut-être une supplication pour qu'elle se réveille, mais au lieu de cela, je l'ai entendu murmurer « Papa, elle est déjà réveillée et il faut qu'on file. » Au début, j'ai cru avoir mal compris. Les mots n'avaient aucun sens. Je me suis tourné vers lui lentement, clignant des yeux comme si mon cerveau avait besoin de quelques secondes supplémentaires pour assimiler ce qu'il venait de dire. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Il n'a pas répété. Il a juste continué à fixer Dana. Ses lèvres tremblaient et sa prise sur ma main s'est resserrée. « Elle est réveillée, » répéta-t-il, plus doucement cette fois. Elle me regarda en entrant, juste une seconde. Mais c'était elle et elle ne voulait pas que tu le voies. Mon cœur s'arrêta. Mika, ce n'est pas. Elle était réveillée. Papa, insista-t-il. Et avant notre arrivée, j'entendis quelque chose dans sa chambre. Elle dit, si j'échoue, finis-le. Elle murmurait à quelqu'un. Qui, demandai-je, sentant la glace craquer sous mes pieds. Mika secoua violemment la tête. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu, mais elle n'est pas blessée comme on le dit. Elle fait semblant. Je regardais Dana. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. Ses paupières battaient à peine. Une infirmière aurait-elle pu ne pas remarquer ça? Se pourrait-il qu'elle fasse vraiment semblant? Je ne comprends pas, fiston. Pourquoi le ferait-elle? Je ne sais pas, Mika s'exclama brusquement, puis prit instantanément un air coupable. Je suis désolé. Je sais juste qu'elle n'est pas vraiment blessée et je pense que quelqu'un va venir nous chercher. Elle lui a dit de finir si elle n'y arrivait pas.
Ça te concerne. Ça nous concerne. Les moniteurs émettaient des bips réguliers. Dana ne broncha pas. Mais maintenant que je l'observais de plus près, je voyais la tension dans ses doigts. Un tressaillement dans sa paupière qui ne correspondait pas au rythme de sa respiration. Mon instinct, longtemps enfoui depuis mes années militaires, s'est réveillé. J'ai reculé d'un pas. J'ai regardé Mika. Il respirait vite, le regard vitreux mais perçant. Je l'ai attiré contre moi et j'ai murmuré, on s'en va, mais pas parce que je crois que c'est un monstre. Parce que je te crois. Il a hoché la tête et je l'ai senti trembler. J'ai besoin que tu restes calme. Suis-moi. On sort d'ici comme si de rien n'était. Ne te retourne pas. On s'est retourné, on est sorti des soins intensifs, on a traversé le couloir fluorescent, on a croisé des infirmières et des agents de sécurité, et le bourdonnement des machines. Chaque seconde semblait surveillée. J'ai jeté un coup d'œil en arrière, un seul, et je jure avoir vu les yeux de Dana légèrement ouverts, fixés au plafond, vides, mais ouverts. Sur le parking, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai attaché Mika et démarré. Où allons-nous ? A-t-il demandé. J'ai regardé dans le rétroviseur, le cœur battant, une légère odeur d'alcool isopropylique, et la peur toujours présente. Je n'avais pas de réponse. Mais quoi que ce soit, quel que soit le jeu de Dana, nous n'étions pas en sécurité. Nous allons n'importe où sauf ici, ai-je dit. Nous courons. J'ai entraîné Mika dans un couloir latéral, juste devant la cafétéria de l'hôpital, où le bourdonnement des distributeurs automatiques et l'odeur stérile des plats réchauffés masquaient le crépitement de tension entre nous. Ses petits doigts étaient toujours serrés autour de la clé USB qu'il avait enfoncée dans ma main quelques instants plus tôt, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait par à-coups irréguliers, comme si ses poumons hésitaient entre respirer et s'emballaient. Je me suis accroupi devant lui, les mains sur ses épaules. J'avais envie de crier. J'avais envie d'exiger des réponses. Secouer ça. Peur comme la poussière d'une veste. Mais son regard, la panique qui régnait dans ses yeux, m'ont fait taire. Mika, ai-je dit aussi doucement que possible, dis-moi ce que tu voulais dire par « aux soins intensifs ». Comment ça, elle est réveillée ? À qui parle-t-elle ? Il a immédiatement détourné le regard, comme si les murs avaient des oreilles. Pas ici, a-t-il murmuré. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Le couloir était vide, mais j'ai compris. Il ne se sentait pas en sécurité. Et moi non plus, d'une certaine manière. Il y a des gens, a-t-il dit, à peine audibles. Des gens qu'elle connaît qui regardent, qui écoutent. Je l'ai entendu le dire à quelqu'un avant l'accident, a-t-elle dit. Si j'échoue, il finit. Qui est-il ? Mika ? Ai-je demandé en me penchant. Mais il a secoué la tête de nouveau, un désespoir silencieux se dégageant de chacun de ses mouvements. Je ne sais pas son nom. Je sais juste qu'elle parlait de toi. Si elle ne pouvait pas terminer ce qu'elle avait prévu, il le ferait. Et papa, elle ne parlait pas de son travail ou de sa voiture. Elle parlait de toi, de te faire du mal. J'ai senti une douleur intense et aiguë me traverser la poitrine. J'aurais voulu lui dire qu'il avait mal compris que son esprit établissait des connexions par peur. Mais cela aurait été un mensonge. Le tic des doigts de Dana, le battement presque invisible de ses paupières aux soins intensifs, le léger clic des moniteurs qui ne reflétaient plus l'espoir. Tout cela faisait partie de quelque chose de plus grand, de sinistre. Et maintenant, mon fils de 12 ans murmurait des secrets qui n'avaient rien à faire dans la tête d'un enfant. Mika, dis-je en essayant de garder une voix posée. Depuis combien de temps sais-tu que quelque chose n'allait pas ? Il hésita. Puis, des semaines plus tard, je clignai des yeux. Des semaines plus tard, il hocha lentement la tête. Elle commença à verrouiller son téléphone, à parler davantage au sous-sol quand elle me croyait endormi. Elle disait des choses incohérentes. Des trucs comme « mets à jour la police d'assurance et il ne posera jamais de questions ». Je pensais qu'elle était juste en colère contre toi ou quelque chose comme ça. Mais un soir, je l'ai entendu dire qu'elle devait s'assurer que tout ressemble à un accident. Et c'est là que j'ai commencé à l'enregistrer. Il a pointé la clé USB dans ma main. C'est ce qu'il y a dessus, les enregistrements. Elle a parlé d'un accident, de s'assurer que je ne sois pas là quand c'est arrivé. Du fait que tu serais probablement trop confiant pour voir venir la chose. Ma gorge s'est asséchée. J'ai baissé les yeux vers la petite clé en plastique comme si c'était un artefact maudit.
Et tu t'accrochais à ça? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Mika m'a regardé comme si je venais de lui demander pourquoi le ciel était bleu. Parce que c'est ma mère, mon père, et je ne voulais pas y croire. C'était ça qui me brisait le plus. L'idée que mon fils ait vécu sous le même toit, foulé les mêmes sols, entendu les mêmes rires et les mêmes berceuses, et qu'il ait dû se demander si tout cela était réel, qu'il ait dû questionner la seule personne censée le border le soir et lui murmurer que les monstres n'existaient pas, elle m'a dit de ne rien te dire, a-t-il poursuivi, débordant d'énergie, a dit que ça avait tout gâché. Mais quand je l'ai vue aujourd'hui dans ce lit d'hôpital, faisant semblant de savoir qu'elle n'avait pas fini, j'ai su qu'elle réessayerait. Je devais te prévenir. J'ai glissé la clé USB dans ma poche et je l'ai serrée dans mes bras. Son corps tremblait, fragile. Tu as fait ce qu'il fallait, ai-je murmuré. Tu as fait la seule chose, a-t-il hoché la tête contre ma poitrine. Et j'ai su alors que nous n'étions plus seulement père et fils. Nous étions des survivants, des coéquipiers, des partenaires dans une aventure à laquelle je n'avais jamais souhaité participer. J'ai senti le lien se modifier, Titan. Et je détestais cette situation. Je ne comprends rien à tout cela, ai-je admis doucement. Mais je te crois. Et quoi qu'il en soit sur ce disque, nous y ferons face ensemble. Mais d'abord, nous devons nous mettre en sécurité. Un endroit où personne ne peut nous entendre, nous surveiller ou nous pister. Mika renifla, se recula et s'essuya le visage avec sa manche. Où irons-nous? J'ai réfléchi un instant. Je n'avais pas été proche de la plupart de ma famille depuis des années. Trop de distance, trop de fantômes. Mais une personne m'est venue à l'esprit. Jasper Quinn, ai-je dit. Un vieil ami à moi. Nous servons ensemble. Il repose dans une cabane isolée à 1 heure au nord. S'il y a bien quelqu'un qui sait comment disparaître, c'est Jasper. Mika n'en demanda pas plus. Il hocha simplement la tête, la confiance dans son regard me brisant à nouveau le cœur. En quittant l'hôpital, je n'ai pas regardé la chambre de Dana. Je ne voulais pas voir son visage, même pas faire semblant de dormir. Pas après ce que Mika m'avait dit. Pas après ce qu'elle avait murmuré dans le noir. L'air froid de la nuit nous a frappés comme une claque lorsque les portes de l'hôpital se sont refermées derrière nous. J'ai pris mon téléphone pour vérifier le lecteur, puis je me suis ravisé. Si des gens la surveillaient, écoutaient, alors même nos appareils pourraient ne pas être en sécurité. J'ai complètement éteint mon téléphone et retiré la batterie. Mika a fait de même. Le monde semblait déjà différent, comme si quelque chose s'était séparé, comme si nous vivions entre deux réalités. Celle en laquelle nous croyions et celle dans laquelle Mika m'avait entraîné en quelques mots murmurés. Nous sommes montés dans la voiture en silence. Tandis que les phares tranchaient la brume du soir, j'ai jeté un coup d'œil à mon fils. Ce garçon, qui en avait trop vu, trop porté, et qui avait quand même choisi de me protéger. On va trouver une solution, ai-je dit en serrant le volant. Peu m'importe ce qu'elle a fait ou avec qui elle travaille. On s'en sortira. Mika regarda droit devant lui, le regard dur. Il le faut. Elle n'a pas fini, papa. Et si on n'agit pas vite, elle le sera. Je retournai à la chambre de soins intensifs de Dana, Mika à mes côtés, même s'il resta près de la porte pendant que je m'approchais. Tout semblait pareil. Le léger sifflement de l'oxygène, le lent soulèvement et abaissement de sa poitrine, le bip rythmique des moniteurs chuchotant les signes vitaux dans le silence, mais rien ne semblait pareil. Pas après ce que Mika m'avait dit. Pas après la terreur dans sa voix lorsqu'il avait murmuré, « Il faut qu'on file ». Je restai là une longue minute à l'observer. Si on ne savait pas, on aurait cru qu'elle était au bord de la mort. Mais je n'étais plus sûr d'y croire. Je me souvenais que Mika avait dit qu'elle avait ouvert les yeux un instant, juste assez pour signaler qu'elle était consciente. Ce serait facile à ignorer si ce n'était. Cette sensation lancinante qui me remontait le long de la nuque. L'instinct du soldat, aiguisé par les années et aiguisé par la trahison. L'infirmière entra, une femme d'une 50aine d'années, l'air fatigué, les yeux cernés, un presse-papier à la main. Elle ne scia même pas en me voyant. Les constantes sont stables, dit-elle en tournant une page. Toujours insensible. On guette les pics d'activité cérébrale, mais pour l'instant rien de significatif. Parfois, ça prend du temps, acquiesçai-je lentement. Quelqu'un d'autre est venu la voir? Elle leva les yeux. Non. Quoi? Sans raison, dis-je, mais je pouvais voir une lueur de suspicion dans ses yeux.
Je me demandais juste qui était entré et sorti. L'infirmière me lança un sourire poli qui ne l'atteignit pas tout à fait. Seulement le personnel et vous. Après son départ, je m'approchai de Dana. Ses lèvres étaient pâles, légèrement entr'ouvertes. Sa peau, autrefois olive et radieuse, paraissait maintenant cireuse sous la lumière fluorescente. Mais je me concentrai sur ses mains. L'infirmière n'avait pas remarqué ce que je voyais maintenant. Un léger tressaillement de son index, juste une fois, comme un signal. J'attendis de voir si cela se reproduisait. Ce n'était pas le cas, mais quelque chose d'autre attira mon attention. Son poignet gauche, caché sous le revers de sa chemise d'hôpital, était maculé d'encre. Je me penchai, le cœur battant la chamade. Plus je m'approchais, plus l'image devenait claire. Un numéro de téléphone écrit au stylo bleu, effacé et flou comme s'il avait été frotté, mais pas complètement effacé. Mon pouls battait fort dans mes oreilles. Je ne reconnaissais pas ce numéro. Je n'en avais vu aucun sur les contacts familiaux, et Dana n'était pas du genre à écrire, surtout pas sur son corps. Je fouillai dans ma poche pour prendre un stylo et du papier, puis me raviser. Au lieu de cela, je sortis mon téléphone et pris une photo, que je supprimai et saisissais dans un dossier verrouillé que je gardais pour les déploiements d'urgence. Quelque chose au fond de moi me disait de ne pas laisser ce genre de traces sur mon téléphone. Mais j'avais besoin de ce numéro. Besoin de savoir à qui il appartenait. En m'éloignant de son lit, je sentais le poids de son regard, même si ses yeux étaient fermés. Ce tic, ce numéro, c'était sa façon de continuer le jeu, de me faire savoir que ce n'était pas fini, que j'étais toujours surveillé. Je ne lui ai pas dit au revoir. Je ne l'ai pas touché. Je me suis juste retourné et je suis sorti. Sur le parking, j'ai envoyé Mika devant moi jusqu'à la voiture. J'ai traversé la rue jusqu'à l'ancienne bibliothèque publique et me suis faufilé dans la cabine téléphonique qui avait survécu à la gentrification. Il n'y avait plus de porte, juste un squelette, et le combiné était collant dans ma main, mais j'ai quand même composé le numéro. Ça a sonné 2 fois. Puis quelqu'un a décroché. Oui. Une voix d'homme. Un calme profond. Je n'ai pas répondu immédiatement. Qui est-ce ? Demanda-t-il à nouveau d'un ton aigri. Je me suis éclairci la gorge. Qui êtes-vous ? Pourquoi votre numéro est-il inscrit sur le poignet de ma femme ? Un silence. Puis il a dit sans hésiter. Elle a échoué. Mon sang-froid s'est glacé. Qu'avez-vous dit ? Le silence s'est étendu sur la ligne. Puis le léger clic de déconnexion. Je suis resté là, le combiné agrippé, longtemps après la tonalité. Mes mains tremblaient. Pas vraiment de peur, mais de savoir que tout ce que je soupçonnais n'était plus seulement un soupçon. C'était réel, tangible. Et l'homme à l'autre bout du fil attendait un résultat. Son silence signifiait l'échec. Ma respiration persistante signifiait que la mission était inachevée. De retour dans la voiture, Michael a levé les yeux. Qui était-ce ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement démarré le moteur et suis retourné au motel où nous avions décidé de passer la nuit avant de rejoindre Jasper. J'avais besoin de calme. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de voir ce que c'était que cette clé USB. Une fois dans la chambre du motel, un écrin jaune et fatigué de papier peint décollé et de climatisation bourdonnante. J'ai ouvert mon ordinateur portable, désactivé le Wi-Fi et le Bluetooth, et inséré la clé USB. Il y avait 6 fichiers audio, chacun étiqueté par date. Le plus récent avait été enregistré la veille de l'accident. Mika était assis au bord du lit, les mains serrées sur les genoux. Je lui ai adressé un signe de tête rassurant et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Dana emplit la pièce. Il faut que ça ressemble à un accident. L'accident sera propre. Mika sera à l'école. Graham ne se doute de rien. Il y eut un silence sur la bande. Puis une autre voix se fit entendre. Masculine, surdelle, froide, et s'il survit, répondit Dana sans hésiter. Puis nous terminâmes à l'hôpital. Il n'ira pas bien loin. Michael me regarda, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Je la repassai, puis une 3e fois. Je ne pouvais plus m'arrêter. Chaque répétition me frappait un peu plus profondément. J'avais adoré cette voix. J'avais construit ma vie avec elle. J'avais acheté une maison, élevé un enfant, et maintenant elle parlait de ma mort comme d'un bulletin météo. Je m'affaissai dans le fauteuil du motel.
l'esprit vide. Mes mains avaient cessé de trembler, mais seulement parce que j'étais engourdi. Ce fut l'instant, la seconde exacte, où le déni s'éteignit enfin. Quand l'homme que j'étais, le mari qui croyait aux soirées tranquilles et partageait les listes de courses, et que je rentrerais bientôt, fut enseveli sous le poids de quelque chose de plus sombre. Mika était assis en face de moi, les genoux contre la poitrine, silencieux, courageux, attendant. Elle voulait que je parte, dis-je à voix haute. Elle l'avait planifié. Et elle n'était pas seule. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. La vérité avait enfin éclaté, et elle ressemblait exactement à la femme en qui j'avais toute confiance. Je restai assise dans le fauteuil grinçant du motel longtemps après la fin du dernier enregistrement, fixant la lueur bleutée de l'écran de mon ordinateur portable. Le curseur clignotait dans un coin comme s'il se moquait de moi, tapant un rythme que moi seul pouvais entendre. Tape, tape, tape. Mon oreille résonnait encore de sa voix. La voix de Dana, si calme. Tellement naturelle, l'accident sera net. Mika sera à l'école. Graham ne se doute de rien. J'avais l'impression d'écouter quelqu'un d'autre. Pas la femme qui me massait les épaules pendant les longues nuits de travail. Pas celle qui murmurait « Je t'aime » en me croyant endormi. Non, cette voix appartenait à une inconnue. Une qui voulait ma mort. Mika n'avait pas dit un mot depuis le premier enregistrement. Il était assis au bord du lit, les genoux repliés, les bras serrés autour d'eux comme un garçon essayant de se recroqueviller. Il essayait de ne pas pleurer. Il ne voulait pas que je craque à nouveau. Mais j'étais déjà en train de craquer, de me briser de l'intérieur. J'ouvre le deuxième fichier audio. Clic statique. Puis Dana à nouveau. J'ai mis à jour la police la semaine dernière. Il ne le remarquera pas. Tout passe par les RH. Indemnisation de 75% en cas de décès accidentel. Je connais les délais. L'hôpital ne remettra même pas ça en question. Puis l'autre voix, plus douce cette fois. Le même homme qu'avant. On dirait que tu as déjà fait ça. Dana gloussa. Légèrement amusé. Disons que j'ai fait mes devoirs. Je ne suis pas stupide. Je ne veux pas qu'il souffre. Je veux juste que ce soit propre, rapide et froid, dit l'homme. Nécessaire, répondit-elle. Mes poings se crispèrent si fort que je sentis mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. J'arrêtai l'audio et me penchai en avant, laissant mon visage tomber entre mes mains. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était l'anéantissement. Elle avait tout planifié, jusqu'aux formalités administratives, aux hypothèses médicales, au calendrier des indemnisations. Je n'étais plus une personne pour elle. J'étais une police d'assurance, un numéro, un chèque avec un nom. Mika parla enfin. Papa, crois-tu qu'elle nous a vraiment aimés? La question me transperça comme un éclair. Je le regardai, vis le tremblement dans sa mâchoire, la façon dont il essayait de faire comme s'il avait plus de 12 ans. J'avais envie de mentir. Mon Dieu, j'en avais envie. Je voulais l'envelopper dans quelque chose de doux, de chaud et de sûr. Mais la vérité se tenait entre nous. Indéniable. Je ne sais pas, dis-je, et je vis cette réponse le couper le souffle. Il détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Je crois que oui, murmura-t-il. Bien avant tout ça, mais quelque chose changea. Je ne sais juste pas quand. J'aurais aimé savoir aussi. J'aurais aimé pouvoir revenir en arrière sur notre mariage. Comme si j'avais cliqué sur le troisième fichier. Toujours la même chose. Dana parle de logistique. Où elle serait, qui elle appellerait en premier, comment elle pleurerait devant les caméras. Elle construit une histoire, ai-je murmuré. Elle se fait veuve, me dépeignant comme l'imprudente. Comme dans un film, a dit Mika. Ouais, sauf que c'est nous qui sommes coincés dans le scénario. J'ai ouvert le 4e enregistrement. Celui-ci était différent. Pas de Dana, juste l'homme. Il parlait dans ce qui ressemblait à un téléphone. Peut-être un mémo vocal. Si Talbot revient vivant, finissons en. Mettons-le en scène. Carjacking, overdose, chute accidentelle. Je m'en fiche, mais nettoyons. Pas de désordre. Pas de piste policière. Elle t'en a assez donné. Ne la fais pas regretter. J'ai fixé l'écran comme s'il pouvait m'apporter des réponses. Sa voix était familière, obsédante,
comme quelque chose que j'avais entendu en passant, en fond sonore, lors d'un appel que Dana avait pris tard le soir. Douce, professionnelle, trop expérimentée pour être novice en la matière. Mika se pencha en avant. Tu crois que c'est le type pour qui elle a écrit le numéro? Sur son poignet. J'ai hoché la tête lentement. Forcément. Elle avait besoin d'une solution de repli. Quelqu'un qui n'hésiterait pas. Tu crois qu'il va s'en prendre à nous? Je n'ai pas répondu, car au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Les 5e et 6e enregistrements étaient plus courts, on y voyait plutôt Dana répéter une histoire, celle sur la façon dont j'étais devenu autoritaire. Il n'aimait pas ma réussite. Il pensait que je la trompais, même si ce n'était pas le cas. Il a cessé de me faire confiance. Elle marqua une pause, puis reprit. Graham était en pleine spirale. Il m'a dit, si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. J'ai arrêté l'écoute. C'est ce qu'elle allait dire à la police, ai-je dit, stupéfait. Elle allait me faire passer pour une personne abusive, manipulatrice et instable. Mika déglutit difficilement. Il l'aurait cru. Ouais, murmurai-je. Il l'aurait cru. Nous restâmes assis là, silencieux. Non seulement stupéfaits, mais désorientés, comme si notre vie entière avait été le décor d'une pièce pour laquelle nous n'avions jamais auditionné. Et Dana, elle, avait écrit chaque ligne à l'avance. J'ouvris un bloc-notes sur l'ordinateur portable et commençai à saisir tous les détails dont je me souvenais. Date, nom, changement de compte. Je ne me fiais pas à la clé USB seule. J'avais besoin de redondance. J'avais besoin de couches. Des preuves tellement empilées qu'elles ne pouvaient pas être balayées par un mensonge. Mika reprit enfin la parole. Que faisons-nous maintenant? Trouvons quelqu'un de confiance, dis-je. Quelqu'un en dehors du système. Ni flic, ni hôpitaux. Quelqu'un qui sait se cacher. Jasper, demanda-t-il. J'acquiesçai. Jasper. Je commençai à ranger l'ordinateur portable, à double chiffrer les fichiers audio, à sauvegarder les données sur un disque dur externe que je gardais dans la boîte à gants. J'en gravais même une copie sur CD, au cas où. Je ne voulais prendre aucun risque. Avant de refermer le couvercle, je jetai un dernier coup d'œil au dossier ouvert. La voix de Dana résonna dans ma tête. Il n'ira pas loin. C'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle croyait. Mais elle avait tort. Je ne courais plus seulement. Je me préparais à la guerre. Nous n'avions pas emporté grand-chose. La chambre de motel n'était pas à nous, et ce que nous laissions derrière nous n'avait aucune importance. Je jetai nos brosses à dents, le téléphone jetable acheté à la station-service et l'ordinateur portable dans mon sac de sport. Mika enfila son sweat à capuche, tirant les manches sur ses mains comme s'il essayait de disparaître à l'intérieur. La clé USB resta dans sa poche. Il insista pour la porter lui-même, comme si elle le maintenait en place. Je ne protestais pas. Il avait gagné ce droit. Dehors, la lumière du matin s'efforçait trop d'être normale. Elle inondait le parking comme si elle ignorait que quelqu'un avait planifié ma mort moins de 24 heures auparavant. Je jetai un dernier regard au motel. Le panneau jaune en plastique indiquant une place vacante bourdonnait d'un léger scintillement fatigué, tout comme mes nerfs bourdonnaient sous ma peau. Puis nous sommes montés dans la voiture et j'ai tourné la clé. Où est déjà la maison de Jasper? Demanda Mika d'une voix à peine audible par-dessus le grondement du moteur. Dans le nord de l'État, à environ 1h30. Au bord du lac Nolan. Pas d'antenne relais. Pas de voisins. C'est là que j'allais quand j'avais besoin de m'évader un instant. Mika regardait par la fenêtre, son souffle embuant la vitre. On ne rentre pas, si? Je n'ai pas répondu tout de suite. Il ne me posait pas seulement des questions sur la maison. Il me posait des questions sur la vie, sur les routines, les tables à manger et les dépôts à l'école. Sur la version de nos vies qui me semblait solide autrefois. Pas pour un moment. Ai-je fini par dire. Pas avant que nous ayons compris à quel point tout cela allait mal. Il hocha lentement la tête, absorbant la réponse comme s'il la savait déjà. Et peut-être que oui. Nous avons roulé en silence pendant la majeure partie du trajet, empruntant des routes secondaires qui serpentaient entre des champs de maïs mourants et des collines dénudées et balayées par le vent. Je regardais sans cesse dans le rétroviseur, par instinct, guettant les voitures qui s'attardaient trop ou qui tournaient quand nous tournions. La paranoïa n'était plus une habitude. C'était le protocole.
Lorsque nous arrivâmes enfin au chemin de terre qui menait à la cabane de Jasper Quinn, je sentis la tension dans ma colonne vertébrale se relâcher légèrement. La route était presque invisible, à moins de savoir où l'observer. 2 ornières de pneus parallèles serpentaient à travers les arbres denses, telle une invitation codée. Je tournais et laissais les branches frôler la voiture, le son ressemblant à des murmures des bois. La maison de Jasper était perchée sur une crête surplombant le lac, à moitié cachée par les pins et l'ombre. L'extérieur était tout en rondins de bois taillés à la main et en tôle ondulée, avec une éolienne improvisée tournant paresseusement sur un poteau à proximité. Pas d'allée, pas de boîte aux lettres, juste un petit panneau solaire et un vieux camion militaire qui rouillait près du porche, comme s'il avait décidé de prendre sa retraite sans rien dire à personne. Dès que je sortis de la voiture, la portière s'ouvrit. Pas question, marmonna Jasper sur le seuil. Dis-moi que ce n'est pas aussi terrible que ta voix le laissait entendre. C'est pire, dis-je. Mika resta en retrait, serrant toujours son sac à dos comme une bouée de sauvetage. Jasper le regarda, puis me regarda, et son expression passa de l'irritation à l'inquiétude. Tu mêles ton enfant à tout ça, dit-il en s'écartant pour nous laisser entrer. Non, répondis-je. Je pourrais m'en sortir. À l'intérieur, la cabane sentait le cèdre et le café noir. L'intérieur était nu mais solide. Des poutres en bois, de vieilles caisses militaires servant de rangement, une grande carte de l'État épinglée au mur avec des punaises rouges et noires indiquant Dieu sait quoi. Un ordinateur portable était posé sur une table près de la cheminée, entouré de radios et de circuits imprimés à moitié démontés. Jasper n'avait pas changé. Il servit 2 tasses de café, une pour lui, une pour moi, et fit glisser une root beer à Mika, qui hocha la tête en guise de remerciement. Puis je lui racontai tout, pas la version édulcorée, pas l'histoire édulcorée qu'on raconte à quelqu'un pour apaiser ses inquiétudes. Je lui ai tout raconté. L'accident de Dana, son faux coma, les enregistrements, le numéro inscrit sur son poignet, l'appel qui m'avait glacé le sang, l'homme qui avait raccroché en réalisant que je respirais encore, l'assurance vie, le scénario qu'elle avait répété pour me piéger. Jasper ne m'a pas interrompu. Pas une seule fois. Il a juste siroté son café et écouté, les yeux se plissant davantage à chaque mot. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise et a murmuré, « Seigneur. » Ouais, ai-je dit. Ça résume bien la situation. Il s'est frotté la mâchoire, puis s'est levé et s'est dirigé vers l'armoire, a sorti une mallette métallique et l'a laissée tomber sur la table avec un bruit sourd. Lorsqu'il l'a ouverte, j'ai vu ce à quoi je m'attendais, des outils, du matériel, de vieilles habitudes, un Glock, un téléphone satellite, des clés USB camouflées, des graveurs. On n'a pas affaire à des amateurs. Il a dit que c'était structuré, planifié, ce qui signifie qu'elle travaille avec quelqu'un qui a déjà fait ça. C'est elle, ai-je dit. Sa voix est sur les enregistrements. Avez-vous un nom? Pas encore. Juste la voix. Jasper tapota la table. Il faudra l'analyser avec mon logiciel audio. On pourrait peut-être isoler quelque chose. Un bruit de fond, un tic-tac de localisation, même une respiration avec un peu de chance, mais on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi? Il désigna la télévision fixée au mur. Regardez. Il prit une télécommande et alluma l'écran. Une chaîne d'information locale apparut. La présentatrice, trop joyeuse pour l'histoire qu'elle racontait, semblait raconter des ragots au lieu de livrer des faits. Dana Talbot, responsable marketing et mère d'un enfant, est toujours dans un état critique après un tragique accident hier matin. Coup de théâtre, son mari, Graham Talbot, aurait disparu de l'hôpital peu après son arrivée. Les autorités demandent maintenant l'aide du public pour le retrouver. Mon visage apparut à l'écran. Mika aussi. On me dit que je suis dangereuse, dis-je, stupéfaite. On dit que tu es parti, corrigea Jasper. C'est ce que Dana veut. Elle ne se retourne pas seulement contre toi. Elle renverse toute l'histoire. Tu n'as pas disparu pour te cacher. Tu as disparu pour t'échapper. Et maintenant, tu es un fugitif dans ta propre vie. Mika m'a regardé, l'air indéchiffrable. Et maintenant? Maintenant? Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre. Les arbres se balançaient doucement dehors. Le monde faisait toujours comme si de rien n'était. Maintenant, on s'éteint, ai-je dit. On n'appelle personne. On ne se connecte pas. On ne bouge pas à moins de savoir où on met les pieds. Et puis Mika a demandé.
Je l'ai regardé et quelque chose dans ma poitrine s'est apaisé. Puis nous avons inversé l'histoire. Mais cette fois, nous écrivons la fin. Jasper a hoché la tête. Première règle de survie, courir. Deuxième règle, se cacher. Troisième règle, réfléchir, ai-je dit doucement. Toujours réfléchir. Et c'est ce que nous avons fait. La cabane de Jasper est devenue notre bunker. Pas seulement au sens physique du terme. Bien que l'endroit fût fortifié de suffisamment de technologie hors réseau et d'astuces de terrain pour survivre à une guerre, mais aussi psychologiquement. C'était le premier endroit depuis des jours où je ne me sentais plus comme si elle lui appartenait. Pas l'odeur du parfum de Dana dans les meubles. Pas de tasse à café à moitié vide sur les comptoirs. Pas de vieux cadre photo avec son sourire me fixant comme une malédiction déguisée en souvenir. Juste des murs en pin, l'énergie solaire, le sarcasme peint sans rire de Jasper, et nous trois. Moi, Micah, et le passé que nous essayons de fuir. Mais on ne peut pas fuir un fantôme qui porte le visage de sa femme. Micah s'est mieux adapté que je ne l'aurais cru. Il n'a jamais demandé ses jeux vidéo, n'a jamais mentionné son école ou ses amis. Il passait le plus clair de son temps à suivre Jasper, à apprendre à installer des détecteurs de mouvement avec du fil de pêche et des clochettes, à vérifier que les cadres de fenêtres ne sont pas altérés, à démonter et nettoyer un fusil sans jamais le charger. Il ne parlait pas beaucoup, mais je le voyais bien. Sa façon de gérer la situation était le contrôle. S'il ne pouvait pas contrôler les actes de sa mère, il pouvait au moins contrôler sa préparation si quelqu'un venait nous chercher. Et il le ferait. Pendant que Jasper s'occupait de la sécurité du périmètre, j'ai approfondi les données que nous avions apportées. J'ai passé l'audio dans son logiciel d'isolation, un vieux programme de qualité militaire conçu pour détecter les signatures sonores intégrées. Nous avons filtré les bruits de fond, affiné les voix. La voix de l'homme, celle qui était associée à celle de Dana dans les enregistrements, émettait un léger clic toutes les quelques secondes. Jasper l'a immédiatement reconnu. Appuie sur la gâchette, tire à vide. Soit il est agité, soit il s'entraîne. Peut-être par la mémoire musculaire. Je suppose qu'il s'agit d'un ancien militaire, peut-être d'un entrepreneur qui a réduit le nombre de noms possibles à des milliers. J'ai récupéré les relevés téléphoniques de Dana, que j'avais piratés via un portail administrateur caché de notre forfait familial partagé. Elle ignorait que j'y avais encore accès. La plupart des appels récents avaient été effacés, mais un numéro répété souvent, généralement tard le soir. J'ai remonté la piste jusqu'à un graveur acheté dans l'État de New York. Cela m'a appris deux choses. Premièrement, l'homme n'était pas du coin. 2. Il s'était fait un devoir de ne jamais se rapprocher. Jusqu'à présent, je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine. Chaque nuit, je me suis réveillé avec des sons fantômes, un moteur au loin, le croquant de la neige à l'extérieur, un coup qui n'est jamais venu. Michael rampait parfois dans le salon au milieu de la nuit et se recroquevillait dans le coin près de l'endroit où Jasper a gardé son équipement tactique. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit à ce sujet. La peur s'était installée dans ses os de la même manière que dans la mienne. Puis le 6e soir, j'ai trouvé le nom. Dana avait reçu des transferts PayPal cryptés étiquetés sous le nom de Berryland. 3 lettres et un nom de famille. Le montant a commencé petit, $1, 5 cents ici, $2000 là-bas, mais a augmenté au fil du temps. Le dernier paiement était de $14 700 et marqué d'un message, étape finale, fenêtre de 48 heures. J'ai regardé cette phrase pendant longtemps. Ce n'était pas seulement une affaire commerciale. C'était un compte à rebours. Le nom est resté dans mon cerveau comme un ruban. J'ai commencé à creuser. Blake Ryland. C'était un nom suffisamment commun, mais j'ai filtré par les antécédents criminels et les affiliations militaires connues. J'ai frappé une impasse sur les archives publiques, mais Jasper avait des outils plus sombres. Nous avons exploité d'anciennes bases de données contractuelles, tranquillement archivées à partir de nos journées Blackstone. Nous avions l'habitude d'exécuter des opérations pour les personnes qui ne voulaient pas que leur nom soit attaché à la violence. J'ai trouvé Ryland répertorié comme consultant en nettoyage sous une société d'obus qui s'est dissous il y a 5 ans après une erreur d'outre-mer au Maroc. Blake Ryland, marmonna Jasper, lisant le fichier sur mon épaule. La dernière activité connue était à Kiev. Puis il a disparu. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de photo dans le fichier, juste une seule note qui se lisait, un actif non dérivé. Fonctionne sous un protocole adaptatif. Traduction brûlable.
Il a été utilisé pour des opérations noires qui pourraient être désavouées. Un fantôme. Un partenaire parfait pour quelqu'un comme Dana. Spin. Respirer et jeter les jumelles. Ligne, partiellement dissimulée. Pas de mouvement, pas de plaque que je pouvais voir. Nous sommes compromis, a déclaré Jasper. Je ne l'ai pas vu entrer. Cette route est trop étroite pour une route occasionnelle. Je me suis tourné vers Micah. Obtenez le sac de go maintenant. Il a couru sans question. Jasper m'a retiré. Nous ne pouvons pas rester. S'ils recouvrent, ils viendront par paire. On distrait, un flanc. Nous devons déménager avant la tombée de la nuit. J'ai accepté, mais je ne voulais pas partir sans attacher ce que j'avais trouvé. J'ai donc imprimé tous les fichiers pertinents que nous avions découverts. Les informations de Blake, les dossiers de paiement de Dana, la copie de la police d'assurance, les transcriptions audio mises à jour, et les ont scellées dans une enveloppe étanche. Je l'ai enterré sous le plancher dans le vide sanitaire avec un marqueur pour Boyd si je meurs. Boyd Matthews était la seule personne en qui je faisais confiance de notre ancienne unité, un détective d'État avec suffisamment de portes d'ouvre pour ouvrir des portes si je lui remettais des preuves. Si quelque chose m'est arrivé, Jasper a promis qu'il le livrerait. Nous avons emballé sous 10 minutes. Micah a attrapé le lecteur flash, l'ordinateur portable et 2 changements de vêtements. J'ai pris les téléphones en brûleur, le pistolet que Jasper m'a donné et l'enveloppe des documents pour Boyd. Au moment où nous avons frappé la piste arrière qui a conduit vers le nord vers la station rangée, le crépuscule saignait dans le ciel. Nous nous sommes déplacés à pied. Pas de phare, pas de bruit du moteur. J'ai laissé le SUV derrière. Il était probablement déjà tagué. Dana ou Ryland nous avait trouvés. La seule question était de savoir s'il suivrait maintenant ou attendrait que nous soyons à nouveau seuls. 3 mis dans la forêt, nous nous sommes arrêtés dans une cabane de repos, un refuge rangé sans pouvoir, sans plomberie, juste un toit et 4 murs. Nous n'avons allumé aucun feu. Nous n'avons parlé que dans les chuchotements. Papa, demanda Micah après une longue pause. Pensez-vous qu'elle croit toujours qu'elle peut gagner? Je l'ai regardée. Ses yeux reflétaient le clair de lune, large mais régulier. Elle ne pense pas que je suis une menace, ai-je dit. Elle pense que je vais continuer à courir, que je vais me cacher pour toujours. Allons-nous? Je m'arrêtai, puis secouant la tête. Non, nous allons terminer cela. Nous y sommes restés cette nuit-là, nous sommes blottis dans l'obscurité, écoutant les sons de la forêt. J'ai tenu le pistolet librement sur mes genoux, à moitié attendant le ruisseau d'une branche pour devenir des pas. Mais la nuit s'est écoulée sans incident. Le lendemain matin, nous avons fait de la ville, des agrès. A pair of reading glass for me, and a baseball cap for Micah. We looked like travelers, nothing more. We checked into a motel near the edge of town. He used cash, no names. Then he made the call. Void answered on the second ring. Talbot, it's me. Jesus, you're alive. You have no idea how bad it look, man. The media is now. He cut in. He need you to meet me. He have something. Proof. Silence. Then a slow mesure souffleur. Configuration. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Mais si je meurs avant de vous arriver, il y a un paquet caché à la cabine de Jasper Quinn. Planche à plancher sous le lit marqué de votre nom. Il a tout. Plus de silence. Compris. Boyd a dit, midi. Je serai là. J'ai terminé l'appel. Micah a levé les yeux du lit. La robe d'hôpital et le bon éclairage ont été plâtrés sur chaque rayon local et régional dans un rayon de 100 000. Son, s'il vous plaît, rentrez à la maison. Les bras pliés serrés contre sa poitrine. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux ce que c'était. Ce n'était pas un plaidoyer. C'était un appât. Elle tourne tout le monde contre vous, a déclaré Jasper dans le coin de la pièce. Il avait un téléphone en brûleur dans une main, un scanner radio dans l'autre, et son expression était stone. Tu n'es plus un mari en deuil. Vous êtes la menace, l'homme qui a couru. L'instable. Ouais, j'ai marmonné. Et chaque mot hors de sa bouche est un mensonge poli. Cela n'avait pas d'importance. Pas aux caméras, pas aux gens qui regardent de leur salon qui ne connaissaient pas les enregistrements de voix ou l'homme qui voulait que je m'efface.
Tout ce qu'ils ont vu était une femme qui avait survécu à un accident presque mortel, maintenant abandonnée par l'homme même qui était censé la protéger. Elle jouait le long match et elle gagnait. Jasper a tiré le bolo sur le serveur interne de la circonscription. Nous n'étions pas censés avoir accès à cela, mais Jasper n'avait jamais été laissé des choses comme la galité se gêner. Mon visage, recadré de mon permis de conduire, s'est assis sur un bulletin de sécurité publique marqué d'intérêt. La note en dessous a indiqué que j'étais potentiellement instable et que je voyage avec une mineure sous la contrainte. Ils ont tourné cela dans une affaire domestique, ai-je dit à haute voix. Mesure de direction classique, a ajouté Jasper. Elle a pleuré aux bons endroits de cette interview. J'ai parlé de la façon dont vous avez changé au cours de la dernière année. Distance émotionnelle, saute d'humeur. La femme a répété cela. Elle l'a littéralement fait. Dit Mika tranquillement sur les enregistrements. Elle a pratiqué comment elle leur dirait que vous avez cassé. Elle définit l'éjecteur, marmonna Jasper. Vous êtes la pièce que tout le monde regarde. Pendant ce temps, elle a 3 mouvements. Je me suis tenu et j'ai rythmé la petite pièce, les murs. Mika se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il a retiré le rideau juste un ruban et a regardé dehors. Alors, que faisons-nous? Je l'ai regardé, 12 ans et portant déjà plus que la plupart des adultes que je connaissais. Il avait cessé de demander pourquoi sa mère voulait que nous sommes morts. Il n'était plus intéressé par des raisons, juste des solutions. Nous avons besoin de plus que ce que nous avons. J'ai dit les enregistrements, les textes, même les mises à jour de la politique. Ils sont encore circonstanciels, surtout si elle le peint comme une peur. Je pensais qu'il pourrait me faire du mal, alors je me suis préparé. Il ne suffit pas de la rattraper. Nous devons l'attraper. Mika se tourna, les yeux tranchants. Ensuite, nous la pâtons en arrière. Jasper haussa un sourcil. À quoi pensez-vous, gamin? Elle pense que nous sommes en fuite. Elle pense qu'elle a le contrôle. Donc, nous le retournons. Nous la faisons paniquer. Forcez-la à bouger avant qu'elle ne soit prête. J'ai échangé un coup d'œil avec Jasper. Le plan qui se formait dans ma tête était dangereux, risqué, peut-être même suicidaire, mais c'était le seul coup que nous avions. Elle a répété sa déclaration de police, non? J'ai demandé à Mika. Elle a pratiqué les pleurs, a parlé de la façon dont je contrôlais toujours, que je l'ai isolée. Elle pense que personne ne peut contredire cette version de moi. Mika hocha la tête. Sauf le téléphone. Exactement. Le deuxième téléphone de Dana, celui qu'elle avait caché dans les vents. Sur ce, elle avait enregistré des déclarations de pratique, envoyé des textes effrayants à Blake et stocké des notes, j'étais sûr de faire partie de son plan d'évasion. Tout était enfermé sous le nom de son chien d'enfance mort. Crisco, nous devons mettre ce téléphone entre les bonnes mains, ai-je dit. Quelqu'un au-dessus de son influence. Garçon, répondit Jasper immédiatement. J'ai hoché la tête. Boyd, il était déjà sur le crochet. J'avais arrangé pour le rencontrer demain sous un pont à mi-chemin entre le terrain neutre du comté. S'il voyait toute l'étendue des preuves, je pensais qu'il agirait. Boyd n'était pas seulement les forces de l'ordre, il était militaire. Il savait à quoi ressemblait une vraie opération. Pourtant, même avec cette réunion sur les livres, j'avais l'impression de saigner. Chaque heure Dana est restée devant une caméra, elle a solidifié son alibi, sa personnalité publique. Elle me piégeait dans un récit dans lequel je n'ai jamais accepté de jouer. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis assis dans le salle de bain avec la lumière éteinte, un ordinateur portable équilibré sur mes genoux, des écouteurs branchés alors que je remerciais le clip des nouvelles de Dana encore et encore. Elle cligna des yeux au moment parfait. Sa voix craqua une fois. Elle jeta un coup d'œil vers la porte comme si elle espérait le traverser. C'était une maîtrise en performance. Et puis je l'ai vue à l'heure 117. Sa main s'enroula dans sa robe d'hôpital pendant une seconde juste avant de dire mon nom. Ce n'était pas une tique nerveuse. C'était un signal. Son pouce honorait son poignet. Le même poignet où elle avait écrit le numéro de cet homme. J'ai rejoué ce moment, je l'ai ralenti, zoomé. Ses lèvres ne tremblaient pas. Ils se sont déplacés à peine. Je libère le cadre des images par cadre. Terminez-le. Un murmure essoufflé. Ne faisant pas partie de l'entretien. Pas parler à haute voix. Un avertissement destiné à quelqu'un d'autre.
Quelqu'un qui regarde. Elle n'avait pas peur. Elle communiquait. J'ai boulonné debout. L'interview télévisée n'était pas seulement pour le public. C'était pour Rylan. Elle lui donnait le feu vert. Je me suis réveillé Jasper. Elle vient de donner l'ordre. Quoi? Elle lui a dit de le terminer à la caméra. Bougea à peine ses lèvres. Allez le regarder. Horodatage 117. Elle pense qu'il est temps que nous soyons faibles. Que nous sommes coincés. Mika se redressa de l'autre lit, les yeux écarquillés. Ensuite, nous devons bouger. Nous le ferons, dis-je, mais pas loin d'elle. Pas cette fois. Parce qu'elle pensait qu'elle créerait une toile assez serrée pour me rattraper, mais je n'ai jamais été la mouche. J'étais la tempête en direction directement. Nous avons attendu le lever du soleil, mais à peine. Le radiateur du motel s'était écoulé toute la nuit, mais aucun de nous ne pouvait quand même dormir. J'avais regardé la boucle de chuchotement de Dana sur une douzaine de fois jusqu'à ce qu'elle soit saisie dans le dos de mes paupières. Terminez-le. C'est ce qu'elle a dit à la caméra. Ce n'était pas du chagrin. C'était une directive. Cette femme n'essayait pas de me ramener à la maison. Elle appelait le nettoyage. La cabine était hors de la table. Le motel était temporaire. Nous avions un étroit fenêtre avant Blake Rylan où quiconque regardait a fait un pas. Je me suis assis sur le bord du lit en regardant Mika alors qu'il lançait ses chaussures. Pendant 12 ans, il a déménagé comme quelqu'un 2 fois son âge. Maintenant, pas de motion gaspillée, aucune hésitation. Il y a une semaine, il était un enfant qui a laissé la moitié de ses devoirs dans son casier. Maintenant, il portait notre survie en sa mémoire. Il y a un autre morceau, a déclaré Mika, tirant le capot sur sa tête. Son téléphone. Le deuxième téléphone. Celui qu'il a dit que Dana gardait caché dans les vents de salle de bain à l'étage. Je l'ai vu le retirer une fois, a-t-il poursuivi. Elle pensait que je dormais. J'ai regardé de la fissure du couloir. Elle a entré un code et a fait défiler quelque chose rapidement, puis l'a verrouillé à nouveau et l'a remise dans les vents. J'ai hoché la tête. Vous vous souvenez du code? Il m'a regardé mort sérieux. Crisco, chien d'enfance danois. Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. Cela seul était une confirmation suffisante. Elle l'a toujours enfermé quand elle a fini, a-t-il ajouté. Comme si elle savait que ce n'était pas seulement sa sauvegarde. C'était la chose qui la sauverait si tout le reste échouait. Nous avions tout planifié sur le gruau instantané et le café instantané, tous deux à peine chauds. Jasper a cartographié la région, examiné la disposition du quartier autour de notre ancienne maison, marqué les angles morts de la caméra et suggéré une fenêtre en fin de matinée lorsque Dana serait probablement en train de donner une autre interview ou de s'enregistrer avec son avocat. Elle s'était rendue visible ces derniers temps. Toujours programmée, toujours publique. Prévisible dans la façon dont les gens obtiennent quand ils croient qu'ils ont déjà gagné. Elle quittera la maison vers 10h30, dis-je, en vérifiant les aliments dans lesquels Jasper avait tapé. Interview des nouvelles près de l'hôtel de ville. Jasper a confirmé le timing. Nous serons à 11h à 11h. J'ai regardé Mika. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Je dois être triste. Elle n'est pas seulement après toi, papa. Si je ne vous avais pas averti à l'hôpital, je pourrais aussi être dans le sol en ce moment. Nous avons terminé cela. Nous ne sommes pas allés dans des armes à feu. Cela aurait été un suicide. Les anciens contacts de Jasper nous avaient laissé quelques inutiles outils. Des déguisements, des badges pour travailleurs de service public, même un cône orange que nous avons jeté près du trottoir pour faire ressembler notre voiture à un véhicule de service de la ville. Mika et moi nous sommes approchés de la maison tandis que Jasper surveillait à partir d'un véhicule garé à 4 pâtés de maison. L'air sentait l'herbe coupée et les mensonges. Tout dans notre maison était la même. Même plante en pot sur le porche. Même sonnette en laiton que j'avais installée il y a 2 étés. Même tapis de bienvenue avec Dana Shiki. C'est nous écrit en cursif. Sauf maintenant, c'était comme entrer dans la maison d'un étranger vêtu de notre peau. Mika a utilisé la clé de rechange cachée sous la gouttière du Porsche toujours là-bas. Cela m'a dit que Dana n'avait même pas pensé que quelqu'un pourrait revenir. Son arrogance commençait à se montrer. Une fois à l'intérieur, l'odeur m'a frappé comme un souvenir que je n'ai pas demandé. Lavande et vanille. Son parfum,
la fausse chaleur d'une femme qui a comploté la mort de son mari tout en faisant cuire des lasagnes. Je l'ai avalé et je me suis déplacé rapidement. À l'étage, Mika chuchota, prenant le plomb. Nous avons grimpé dans l'escalier. Chaque étape a répété dans mon esprit 1000 fois. En haut, la porte de la salle de bain grinçait comme elle le faisait. Troisième charnière, toujours raide. Mika est allé directement à l'évent derrière les toilettes où les vis étaient déjà lâches. Il s'agenouilla, ce doigt agilé le tira librement. Le téléphone était toujours là, mince, mat, noir, verrouillé, mais clignotant. Il me l'a tendu. Je l'ai propulsé, les doigts froids. Lorsque le clavier est apparu, j'ai tapé le mot de passe. Crsco déverrouillé. Et c'était là. Un numérique des plans d'urgence de Dana. Texte de Blake Ryland. Blake, tu es sûr qu'il est parti? Dana, crash propre. Témoin aussi. Préparez simplement le reste. Blake, s'il ne l'est pas, je vais le gérer ce soir. Dana, utilisez la route du garage. Pas de caméra. J'ai aussi lu des messages vocaux. L'un d'eux est daté du lendemain de l'accident. Dana pratiquait à nouveau sa déclaration. Il vient de casser. Il a dit qu'il ne pouvait pas le prendre plus. J'avais peur. Je voulais seulement la paix. Sa voix a même craqué sur Q. Elle a répété en étant la veuve avant même d'avoir eu la chance de mourir. J'ai tout transféré, messages, enregistrements, fichiers audio sur notre lecteur de sauvegarde. Ensuite, j'ai pris des photos de l'écran et reloqué le téléphone. Nous le remettons exactement comme nous l'avons trouvé. Vis serrée, évent fermé. Laissez-lui croire que rien n'avait changé. Alors que nous repensons dans les escaliers, je me suis arrêté dans le salon. Nos photos de famille étaient toujours assises sur le manteau. Nous trois, moi, Mika, Dana, souriant en bleu assorti. C'était de notre voyage sur la côte il y a 2 ans. À l'époque où je pensais toujours que l'amour signifiait la sécurité. J'ai pris le cadre photo, je l'ai retourné. Il y avait une note cachée derrière. Une enveloppe déchirée adressée à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Notre liste dans une seule ligne. Confirmation d'assurance reçue. Paiement en attente de la concertification. Elle alignait tout. Nous l'avons fait avant 11. Lorsque nous sommes rentrés dans la voiture de Jasper, Mika a expiré pour la première fois en quelques minutes. Tu as fait du bien, lui dis-je. Il hocha la tête, mais ses mains tremblaient encore légèrement. Vous avez tout? Demanda Jasper en s'éloignant. J'ai tenu le lecteur. Nous avons assez pour l'enterrer maintenant. Jasper haussa un sourcil. Vous voulez le faire intelligent? Oui, j'ai dit. Nous le faisons intelligemment. Nous avons passé le reste de l'après-midi à tout organiser. Plusieurs copies des données téléchargées, cryptées, sauvegardées sur des disques physiques et un courrier flash déployé de manière anonyme au cas où quelque chose nous arriverait. Un autre envoyé à un journaliste que j'ai aidé une fois lors d'une affaire de fuite légale. Quelqu'un avec une boussole morale et une raison d'écouter. Alors que nous rêvions le contenu, Mika planait près de la table, lisant chaque fichier avec des yeux stables. Il ne détournait plus les yeux. Il ne se cachait pas de ce qu'elle était. Il leva les yeux soudainement et dit, je pense qu'elle aimait. La version de vous qu'elle pouvait contrôler. Cela a frappé plus fort que toute autre journée toute la journée. Parce que je savais qu'il avait raison. Nous nous sommes préparés pour ce qui est venu ensuite, le piège, la confrontation. Mais alors que le soleil plongeait et que les rideaux de motel deviennent de l'or, j'ai regardé Mika s'asseoir, retirer un sketch, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas un homme. Il a dit, et j'ai réalisé que mon fils, le corps de l'enfant, a toujours perdu le corps. Ses propres scripts, ses propres instructions se sont maintenant tournés contre elle. Texte d'APA utilisant son style d'écriture, sa cadence, ses abréviations préférées. Chaque mot était délibéré à Blake Ryland. Rencontrez-moi à Pont d'Épic ce soir. Il est vivant. Apportez ce dont vous avez besoin. Pas de place pour les erreurs. Je l'ai lu plus de 10 fois avant d'appuyer sur Send. Ensuite, nous avons attendu. Pont d'Épic était un bluff juste à l'extérieur des limites de la ville utilisé principalement par les adolescents, les randonneurs et le photographe de mariage occasionnel essayant de prendre une heure d'or au-dessus de la vallée. Mais la nuit, il est devenu quelque chose d'autre entièrement isolé, non éditant, bordé de forêts et de rebords abrupts.
Parfait pour une confrontation que personne n'était censé être témoin. Vous pensez qu'il viendra? Demanda Jasper, jetant un petit drone dans son sac à dos. S'il croit que c'est lui qui demande, il viendra, dis-je. Surtout s'il pense que j'ai survécu et qu'elle est au-dessus de sa tête. Mika s'assit sur le lit du motel, serrant la clé USB attachée dans sa paume. Et si elle venait aussi? Ensuite, nous terminons ceci, ai-je dit. Nous sommes arrivés à la crête 1 heure avant le coucher du soleil, vêtus de couches sombres. Jasper et moi avons mis en place un équipement de surveillance, 2 caméras déclenchées par mouvement, un micro corporel déguisé dans un rocher moussuel et un deuxième programme de drone pour planer à bas avec l'enregistrement infrarouge. Nous n'essayions pas seulement de les piéger. Nous étions en train de construire une affaire qui se tiendrait vers le tribunal, dans les médias, partout où elle tentait de faire tourner son récit. Mika est resté caché dans le SUV à un demi-mile de distance avec un dispositif de communication que Jasper lui a donné. Cela m'a tué pour le laisser tranquille, mais il a insisté. Je veux entendre comment cela se termine, a-t-il déclaré. Mais je ne veux pas être vu. À 20h42, les phares ont franchi la ligne des arbres. Premier véhicule, un Range Rover noir, plaque couverte. Blake Ryland est sorti haut, maigre, vêtu de noir, chaque mouvement net et confiant. Il a scanné la zone avec une lampe de poche, puis a tapé son oreillette. Il est là, chuchota Jasper dans mon calme. Personne avec lui. Nous avons regardé Blake entourer le point de rencontre, une récolte de roches à plat près de l'Overlook. Je suis resté accroupi derrière un rocher, hors de vue, mais avec une ligne de vision propre. Je n'avais aucune arme tirée, juste le magnétophone en direct et en boy de base à proximité, déjà informé de ce à quoi s'attendre. Puis un deuxième véhicule est arrivé. Une berline argentée s'est arrêtée derrière le Range Rover. Le conducteur est sorti, assouette à capuche, à la tête bas. Dana, elle n'a pas hésité. Elle se dirigea vers Blake, sa voix assez claire pour être ramassée par le micro Jasper planté. Où est-il? Ne le voyez pas, a répondu Blake. Pas de mouvement. Vous êtes sûr qu'il n'est pas déjà mort? Dana croisa les bras. S'il l'était, je ne vous aurais pas demandé de venir. Il était à la cabine. J'ai obtenu un ping de la connexion de la facture de service public. Quelqu'un a utilisé nos informations d'identification. Vous êtes sûr que ce n'est pas un piège? Elle secoua la tête. Il est trop sentimental pour les pièges. S'il voulait se venger, il venait directement à moi. C'est la panique. Peur. J'ai presque ri à haute voix. Elle ne me connaissait toujours pas du tout. Blake a allumé une cigarette et a expiré lentement. Alors, quelle est la pièce? Dana regarda la falaise, sa voix froide. S'il se présente, nous le poussons. Cela ressemblera à un suicide. Un mari dépassé, un effondrement fugitif et émotionnel. Blake hocha la tête. Vous avez apporté les documents. Elle lui a jeté un dossier. Signé. Procuration. Clause de garde. Les œuvres. Vous avez terminé cela. Nous avons marché propre. C'était ça. La confession. Jasper a donné le signal. Des bois derrière eux, les lampes de poche rayonnaient à travers les arbres. Une voix retentit. Blake Ryland, Dana Talbot, éloignez-vous les uns des autres. Maintenant, le détective de l'État Boyd a émergé en premier, le badge soulevé, suivi de 2 officiers et un drone de caméra planant juste derrière eux. Dana se figea. Blake a atteint quelque chose à l'intérieur de son manteau, mais 2 points rouges lui frappent la poitrine avant que ses doigts ne brossent l'acier. Ne bouge pas, le garçon aboya. Mains où nous pouvons les voir. Le visage de Dana s'est effondré dans une faible confusion. Attendez, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Vous êtes en état d'arrestation, dit catégoriquement Boyd. Pour complot en vue de commettre un meurtre, une fraude à l'assurance et une obstruction de la justice. Tu ne peux pas être sérieux, cria-t-elle, tournant vers Blake. Dites-leur. Dites-leur que j'ai été contraint. Blake la regarda avec un amusement venimeux pur. Oh, maintenant je suis le méchant. Vous avez dit que ce serait propre. J'ai dit que je finirais. Vous l'avez rendu sale. Le garçon a fait un geste aux officiers. Les menotter. Alors que les liens zip sont en place autour des poignets de Dana, elle leva les yeux vers les arbres comme peut-être que je regardais.
Peut-être qu'elle a finalement compris qu'elle avait perdu. Je suis sorti de l'ombre. Ses yeux ont atterri sur moi et pour la première fois depuis l'accident, ils n'ont pas tenu le pouvoir. Ils ont paniqué. Tu m'as installé, chuchota TL. Non, dis-je tranquillement. Vous l'avez fait. Au moment où vous aviez planifié une histoire au lieu d'un avenir, elle se précipita en avant, crachant. Je t'aimais. Non, je l'ai encore dit, calme. Vous avez aimé ce que je pourrais faire pour vous. Ce que je pouvais laisser derrière lui. La voix de Mika est passée à travers mon écouteur. L'a-t-elle dit? Tout cela? J'ai répondu. Et tout est enregistré. Boyd m'a fait un signe de tête. C'est fini. Tu es libre. Mais je ne me sentais pas encore libre. Pas comme Dana cria, revendiquant l'innocence. Pas comme Blake sourit comme s'il venait de remettre un revers, pas de défaite. Ce n'est que lorsque je suis revenu au SUV et que j'ai ouvert la porte pour voir Mika assis là, des larmes glissant silencieusement sur son visage que ça m'a frappé. C'est fait, dis-je. Êtes-vous sûr, il a demandé. Je me suis arrêté. Puis je l'ai rapproché et chuchoté, oui. Parce que même si le passé faisait toujours écho, le piège s'était fermé. Et pour une fois, nous étions ceux qui sont partis. Cela fait 6 mois. La salle d'audience sentait le vieux bois, la climatisation durait le type de silence qui gonfla après chaque frappe de gavelle. Dana était assis à quelques pieds de moi pendant la majeure partie. La mâchoire se serra, les cheveux tirés en arrière, son masque s'effondrait en fragments chaque jour. Elle ne m'a pas regardé pendant la condamnation. Pas une fois. Mais lorsque le juge a lu, 22 ans sans aucune chance de libération conditionnelle avant 16 ans, je l'ai vu. Ce scintillement d'incrédulité comme si elle n'avait jamais pensé que cela arriverait à cela. Comme la femme qui a organisé ma mort et a presque détruit la vie de son fils, croyait toujours qu'elle pouvait charmer son chemin de la responsabilité. Blake Ryland a eu 40 ans. Pas d'appel, pas de sourire narquois cette fois. Quand c'était fini, je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas respiré profondément. Je suis juste sorti du palais de justice avec la main de Mika dans le mien et le ciel trop brillant au-dessus de nous. C'était censé se sentir comme une victoire. Mais la victoire est une chose étrange lorsqu'elle est construite sur les cendres de quelqu'un avec qui vous avez construit une vie. Nous avons déménagé sur la côte 2 semaines plus tard. Petite ville, port calme. J'ai ouvert une boutique, Talbot Automotive et Marine. Fixer des moteurs, remplacer les panneaux de coque, faire un travail honnête avec mes mains. Le genre de vie que je pensais avoir déjà vécu. Il s'avère que recommencer ne signifie pas oublier. Cela signifie apprendre à porter la vérité sans le laisser vous briser. Mike s'adapte. Il est dans une nouvelle école maintenant, plus petit, plus décontracté. Il s'est fait un ami nommé Noah. Ils construisent des villes Lego et se disputent sur les films spatiaux. Parfois, j'entends des rires faire écho dans le couloir et cela m'amène à mes genoux en gratitude parce que pendant un certain temps, je pensais que je n'entendrais plus jamais ce son. Pas de lui, pas de moi. Je rêve toujours d'elle. Pas le Dana qui a menti, comploté, chuchota aux assassins dans l'obscurité. Je rêve de celui que je pensais épouser. La femme qui a dansé pieds nus sur notre carreau de cuisine tout en fredonnant All Motown. Celui qui tenait Mika à sa poitrine à l'hôpital après sa naissance et a pleuré si fort qu'elle ne pouvait pas parler. La femme qui n'a peut-être jamais existé ou peut-être seulement le faire pendant un certain temps avant que quelque chose de plus sombre ne prenne racine et avale son trou. Mais je me réveille à chaque fois que je me réveille parce que maintenant je connais la différence. L'amour n'est pas de la performance. C'est une protection. La famille n'est pas seulement du sang. C'est la sécurité et la confiance. La confiance est une graine que vous ne plantez pas dans les ombres. La dernière lecteur flash, celui avec chaque texte, chaque enregistrement, chaque signature forgée, se trouve dans mon coffre-fort à côté d'une photo de Mika à l'âge de 6 ans. Je ne le garde pas pour la vengeance, mais comme rappel, n'ignore jamais les chuchotements. Ne sous-estimez jamais le silence de quelqu'un qui cesse de vous regarder dans les yeux. Si vous lisez ceci, prenez ceci à cœur. Lorsque votre enfant dit « nous devons courir », n'attendez pas la preuve. Il suffit de courir. Parce que certains monstres portent des alliances et certains survivants sortent du feu en tenant la main de leur fils sachant que le vrai réveil n'était pas le sien, c'était le mien.